j'ai un chiffre de conso, mais incroyable. Là, c'est fou. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, nouveau Ioniq 28 comme ça là. Bon bah aujourd'hui, nouveau Ioniq 28 Challenge. Aujourd'hui, la voiture qu'on va tester, la voiture dont on va mesurer les consommations et calculer les autonomies, c'est la modèle Y propulsion. Ah, je suis pas gouré. Non. Donc c'est celle avec la petite batterie, propulsion et les petits trous. Voilà. Attention, made in China, celle-là. Pas made in Berlin. Donc du coup, c'est pas les batteries LFP, Blade, ouais, BYD. qui sont structurelles. Exactement. Je suis pas trop largué quand même sur des sables. On est tout simplement en face de la voiture la plus vendue au monde, pas la voiture électrique la plus vendue au monde, la voiture la plus vendue au monde tout depuis court. Le début de l'année. Ouais. Donc on attaque avec les specs de la voiture. C'est parti. Allez, bon bah modèle Y propulsion. Donc en autonomie WLTP avec les jantes 19 pouces, elle est donnée pour 455 km. Ouais. Pour information, en 20 pouces, elle perd 25 km, 430. Au niveau batterie, donc c'est une 60 kWh dont 57,5 utiles. Ouais. C'est donc, tu l'as dit tout à l'heure, une chimie LFP. Donc Ouais. c'est celle qui est la plus écologique. Par contre, elle a un surpoids, elle a des avantages et des inconvénients. On en parlera peut-être dans la vidéo. Plus modèle Y. Plus d'avantages. Non, je suis pas d'accord. Si. Non. Si. Modèle Y propulsion, donc c'est une propulsion, donc Waouh. RWD, hein, c'est Ouais. les roues arrière qui. C'est les roues arrière qui poussent. Donc elle est donnée pour 202 kW, soit 275 chevaux. Ouais. Et 420 Nm de couple. Mais ça fait quand même le 0 à 100 en, c'est-à-dire seulement 6 secondes 9. Aujourd'hui, maintenant, des voitures électriques, on est Mais souvent en dans fait, 5 de ce secondes. que j'ai testé par rapport à ma Model 3 qui fait le 0 à 100 en 5 secondes 6, je crois, et qui faisait 320 chevaux, c'est sur les premiers mètres, elle est un peu plus molle, mais une fois qu'elle est lancée, en reprise et tout, c'est pareil quoi. Donc en fait, c'est hyper agréable quand même. Ce qui permet du coup d'atteindre une vitesse max de 217 km/h et un poids à vide de 1909 kg. On passe à la recharge, je suis sûr. Tout à fait. Donc en AC, du standard de chez Standard, 11 kW. En DC, elle peut aller jusqu'à 170 kW, mais comme on dit souvent, ça reste que la puissance pique, ce qui permet une charge de 10-80% en environ 25 minutes. Parce que c'est une information qui n'est pas vraiment, qui n'est même pas du tout diffusée par Tesla. Donc c'est une moyenne des différents utilisateurs. Donc c'est une valeur quasi réelle, 25 minutes. Au niveau des équipements, donc là on est en 19 pouces, elle a une pompe à chaleur, elle a une capacité de remorquage de 1600 kg freinée, ou 750 kg non freinés. Et je pense que c'est tout. Si ça te va, on s'arrêtera là. Eh ben c'est très bien. Moi, je crève d'envie de retirer les enjoliveurs. Mais le propriétaire est juste là, je pense qu'il va gueuler. Il va gueuler, viens, on le fait. Ah. Le propriétaire est juste là et Ouais. est très lourd. Ouais. Qu'est-ce que c'est que le Ioniq 28 Challenge? C'est simple, c'est un protocole pour mesurer les consommations des voitures électriques sur 3 portions, ville, route, autoroute. Comment on fait? On prend la voiture qu'on teste et on l'emmène sur le trajet avec la Ioniq 28, toujours la Ioniq 28, et on compare les différences de consommation en pourcent entre les deux. Voilà, c'est comme ça qu'on fait le classement. Après, c'est pas une comparaison directe avec le Ioniq 28 qui est vraiment la voiture témoin. Faut pas se dire, ouais, c'est incomparable, la voiture est plus légère, etc. Oui. Voilà. C'est juste pour anticiper les commentaires. On vous explique toute la méthode de calcul à la fin de la vidéo, au moment des tableaux, avec sa voix horrible. Tu préviens dès le début maintenant? Oui. Ah, ok. Je voulais qu'on remercie Le propriétaire de la voiture, déjà. le propriétaire, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu dans des vidéos avec nous. Il avait fait un road trip avec nous, thermique contre électrique. Il a également fait une vidéo où on testait est-ce qu'on consommait plus à être chargé dans la voiture ou être tout seul. C'est Thomas, French Lefty Golf. Il sera là avec nous à la fin de la vidéo. Et si vous voulez le remercier de nous avoir prêté la voiture pour faire cette vidéo et chiffrer et faire rentrer la Tesla Model Y dans notre classement, vous pouvez passer par son lien de parrainage si vous voulez commander une Tesla. Qui est dans la description. Voilà, là, le lien est dans la description. Vous, en passant par un, vous avez un petit cadeau de la part de Tesla. Et lui, en tant que parrain, il a un petit cadeau de la part de Tesla. Donc tout le monde est content. Donc n'hésitez pas à passer par son lien de parrainage qui est dans la description. Bon, là, Tesla, donc déjà je dirais JC. J'ai envie de dire Tesla, c'est moi. Oui. Voilà. Et en plus, c'est un ami à toi quand même qui te la prête. Voilà. Je précise, pour ceux qui découvrent notre chaîne au travers de cette vidéo, que je roule en Tesla Model 3 depuis 2 ans maintenant. Donc je connais un peu le produit, quoi. Ouais. Du coup, je conduis ta voiture. Voilà. Le parcours urbain, c'est environ 17 km dans les rues de La Teste de Buch et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé est très faible et la vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km/h selon les conditions de circulation. Bon, vous pouvez vous barrer, vous? Il a du mal à lâcher sa voiture. Hein. Mais oui, j'ai pas confiance. Allez, barrez-vous, monsieur. On fait un Shifumi. Si c'est Shifumi, je prends la Ioniq 6 d'Alex. Et Shifumi contre Alex. C'est très désagréable.
Bon, alors on y va. Parce que bon, il y a un moment, il faut arrêter d'être dérangé. D'ailleurs, je ferme la fenêtre. Je ferme la vitre qui est double vitrage insonorisé, comme ça j'entendrai plus cet énergumène. Alors, réglage Ioniq 28 Challenge, qu'est-ce que c'est? C'est, premièrement, on met la température à 22 degrés. On appuie là, enfin ouais, on fait plus moins ici, mais ici on peut voir qu'on est en mode auto. On va le mettre en moyen au niveau de la vitesse d'exécution, mais de toute façon, il fait 20 degrés et le chauffage est réglé à 22. On va pas avoir de chauffage, quoi. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, mais chez Tesla, c'est un petit peu rigolo comment on peut régler le flux d'air. On peut écarter, resserrer, lever. Voilà, on gère vraiment le flux d'air comme on le sent et ça part de cette barre ici. Pédalier et direction, on se met en accélération standard. Alors je sais qu'on a beaucoup de messages à chaque fois qu'on essaye une Tesla dans l'Ioniq 28 Challenge. Nous, on essaye toujours en standard parce que c'est comme ça, on essaye en mode normal. Mais à partir du moment où on n'accélère pas fort, les consommations sont exactement les mêmes. Le standard permet juste d'accélérer très fort, ce qu'on ne va pas faire. Et le mode d'arrêt ici, il y a 3 modes d'arrêt. C'est-à-dire en gros, quand vous lâchez l'accélérateur, il y a le freinage régénératif qui se met en place. Et il y a 3 modes d'arrêt. Il y a le mode serrage, donc ça c'est le one pedal, ce qui fait que la voiture, quand vous lâchez l'accélérateur, elle va jusqu'à l'arrêt. Roulement, ça veut dire que quand vous lâchez l'accélérateur, la voiture ralentit, 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 et à la fin elle se met en roulement. Ou rampage, là c'est la voiture ralentit, 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 et à la fin elle se met à genre 3-4 km/h, comme les bonnes vieilles boîtes automatiques. On est à 100%, il fait 20 degrés dehors. Au niveau des trajets, on a depuis la recharge qui sera notre compteur global. On va mettre à 0 le trip A, réinitialiser trajet A. Hop là. Il n'y a vraiment aucune consommation à l'arrêt sur la Tesla Model 3. Ce qui fait que là, tout le temps que j'ai expliqué ce qui se passait, c'est de la consommation perdue, ce qui fait qu'on va avoir un écart à la recharge important, alors qu'en fait, je suis sûr que le compteur, il est réel. Il n'y a pas d'écart à la recharge, cette voiture. On est à 12%. Mais c'est juste qu'à chaque fois qu'on s'arrête, la consommation n'est pas comptée. C'est pour ça que peut-être que dans notre classement, elle est mal classée, c'est un peu débile, mais bon, c'est pas grave. En même temps, il y a des arrêts dans la conduite d'une voiture. Je sais pas, quand t'es arrêté au feu, ça se trouve, elle consomme pas alors qu'elle consomme, tu vois. C'est vrai. Bon, allez, on teste enfin ce modèle Y propulsion qui est un best-seller, on va dire. Putain, la vision. Alors, déjà, je peux te dire que la vision arrière, elle est. C'est une meurtrière. Hein. Bon, allez, on vient juste de partir. Du coup, première question directe. Est-ce que tu as de la régène quand tu es à 100%? Alors, non. Donc, déjà, allez, une petite explication vite fait ce que c'est que le freinage régénératif. Quand on lâche l'accélérateur, la voiture ralentit très fort. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de générateur qui génère du courant pour recharger la batterie. Donc, on profite de la décélération pour recharger la batterie. Et ça fait gagner beaucoup de consommation. En gros, on dit souvent que c'est en gros 50% d'énergie récupérée. Donc, du coup, forcément. Donc, quand on accélère, il y a une petite barre qui part ici, vers la droite. Ça, c'est la puissance dont on a besoin pour avancer. Quand on relâche, il y a une barre verte qui va vers la gauche. Ça, c'est la puissance de régène. Donc, plus la barre verte avance et plus on régène et plus on recharge la batterie, en gros. Et là, il y a un petit pointillé tout à gauche de cette barre de régène. C'est la régène qui est indisponible. Donc là, à 100%, à 20 degrés, on a, un cinquième de la régène qui est indisponible. Ce qui veut dire qu'on va avoir un freinage régénératif un peu moins fort. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Néanmoins, là, il est tellement loin que c'est vraiment sur des ralentissements à 90 km/h que tu vas le sentir. En ville, tu le sentiras pas. Par contre, juste un détail, tu t'as dit c'est une génératrice qui récupère l'énergie. En fait, c'est vraiment, juste pour préciser, c'est le moteur qui passe en mode génératrice plutôt. Il n'y a pas un élément en plus, c'est le moteur lui-même qui fait office de moteur. Et si tu le fais tourner dans l'autre sens, forcément ça génère du courant. Donc sur cette voiture, on a une batterie LFP, c'est une technologie qui est différente des NMC. Les batteries LFP ont une particularité, c'est d'être très sensibles au froid. Et donc l'hiver, par contre, vous allez avoir beaucoup moins de régène qu'en été. C'est l'inconvénient des batteries LFP. Sinon, concernant la régène, tu as combien de modes de régène sur le modèle Y? Est-ce que tu peux changer, mettre roue libre, mettre plus de régène, moins de régène? Alors, tu as un seul mode de régène, comparé par exemple à la Ioniq 28 qui a des palettes au volant, où tu peux choisir la puissance du freinage régénératif. C'est juste la fin de la régène qui est différente, je l'ai montré tout à l'heure. Donc, tu peux faire serrage, donc one pedal, roue libre ou rampage. Pour ceux qui aiment le rampage, qui viennent des boîtes automatiques et qui n'arrivent pas à s'en passer. Bon, en général, les gens en Tesla, ils utilisent le one pedal parce que c'est vraiment la conduite la plus cool. Et roue libre, tu peux vraiment faire de la roue libre ou c'est juste la fin de... Non, c'est juste la fin de ta régène qui fait que la voiture est en roue libre. Donc du coup, tu as répondu, j'avais posé la question s'il y avait du one pedal. Oui, parce que de base, quasiment, c'est du one pedal en fait. Ouais, il y a du one pedal et tu sais qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé moi, je veux pas une voiture one pedal parce que je veux qu'il y ait quand même 2 pédales dans la voiture. Alors non. Non mais c'est vrai.
Et moi, je me demandais aussi ce que c'était le système One Pedal. Genre, il y a une seule pédale, tu fais quoi? Non. Le système One Pedal, t'as bien 2 pédales dans la voiture, accélérateur, frein, normal. Mais en fait, vu que la régène est assez forte, qu'elle ralentit jusqu'à l'arrêt complet de la voiture, et ben en fait, tu peux conduire dans la vie de tous les jours sans jamais toucher le frein en fait. Enfin, presque jamais, parce que souvent, en fait, dès que tu vas rouler un peu plus fort, que tu arrives un peu fort, au dernier moment, tu dois freiner un peu plus rapidement pour arriver à un stop ou une voiture qui ralentit devant toi, tu vas mettre le pied sur le frein. Ça nous arrive régulièrement d'avoir quand même le pied sur le frein, mais dans 95% du temps, on fait qu'un relâcher de l'accélérateur, mais sans toucher la pédale de frein, quoi. Moi, par exemple, là, actuellement, je pense que j'ai pas encore touché le frein depuis qu'on est parti. Donc, elle a le One Pedal et il y a plusieurs types de One Pedal, on va dire. Il y a les voitures qu'on n'a pas, il y a les voitures comme la Tesla ou Volvo ou Mercedes, où quand tu actives le One Pedal, il y est tout le temps, marche avant, marche arrière, tu es en One Pedal tout le temps. Et tu as les voitures entre les deux, où il faut activer soit un mode B pour passer en One Pedal, mais tu l'as plus en marche arrière, tu es en rampage en marche arrière. Ou les Ioniq 5, 6, Kia EV6, etc., Niro, etc., où faut mettre un coup de palette en plus que d'habitude pour passer en One Pedal. Et quand tu repasses en marche arrière, tu as perdu le One Pedal. Là, c'est vraiment One Pedal tout le temps. Et c'est vraiment un confort assez incroyable. Est-ce que quand on freine avec le modèle Y, ça augmente la régène? Non, je crois que c'est la seule marque qu'on connaît où quand tu appuies sur la pédale de frein, ça ne provoque pas du tout de régène dans les premiers instants, puis après ça serre les disques. Là, c'est vraiment disque direct. Bah, ça a un défaut, c'est que je pense quand même que tu perds un peu de pouvoir régénératif et donc un petit peu d'efficience en ville quand tu appuies sur le frein. Mais ça a un avantage, c'est que en fait, par contre, le toucher de pédale de frein, il est bon dans le sens où tu n'as justement pas ce passage entre la régène et les disques. C'est toujours le disque, donc c'est facile à doser, mais bon. Et j'ai un truc à te dire, on a fait 4 km, j'ai récupéré toute ma régène, ça y est. Il n'y a plus de pointillés ici. À cette température-là, la batterie LFP, elle se comporte bien, quoi. Est-ce qu'au niveau de la sensibilité, justement, vu qu'elle est vraiment one pedal tout le temps, est-ce que c'est bon pour pouvoir faire des petites manœuvres au centimètre près, de toucher de pédale comme il est? Oui, alors ça c'est vraiment Enfin, il y a un truc, je crois que les journalistes en parlent jamais, il y a un truc qui me choque vraiment sur les Tesla. Surtout les modèles 3 et Y en propulsion, parce que je pense qu'avec 2 moteurs, c'est peut-être différent. Elles ont un agrément de conduite à basse vitesse comme ça en ville, par exemple, qui est vraiment complètement incroyable, je trouve, et que j'ai jamais retrouvé ailleurs. Je dis pas que les autres sont mauvais, je dis que Tesla est vraiment un ton au-dessus à propos de ça, c'est que la pédale d'accélérateur, elle a une sensibilité qui est absolument parfaite, c'est-à-dire que si tu appuies tout doucement, tu roules à 1 km/h, si tu appuies fort, tu peux partir comme une fusée. Que le levier ici pour passer marche avant, marche arrière, il est vraiment son utilisation est hyper simple. T'es pas obligé de tout le temps appuyer sur la pédale de frein pour passer de l'un à l'autre quand tu manœuvres et tout. Enfin, autant sur autoroute, on en reparlera après, c'est une voiture qui est un peu relou à utiliser parce que voilà. Autant en ville, c'est vraiment une merveille. C'est vraiment, je trouve, j'ai jamais trouvé mieux que Tesla pour l'instant. Donc oui, tu peux faire des manœuvres à la pédale. Là, tu vois, regarde, là je suis arrêté, j'appuie un petit peu sur la pédale, je suis à 1 km/h, 2 km/h, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas d'à-coup, ça se fait tout en douceur, c'est parfait. T'as pas l'effet de bondissement comme on peut avoir dans certaines voitures, quoi. Ah tiens, on passe le dos d'âne. Est-ce qu'au niveau amortissement, c'est plutôt bon? Je trouve ça un petit peu raide, quand même. C'est un peu moins raide qu'une Model 3 qui est un peu plus encore, on va dire, tape-cul. Mais c'est un peu raide, voilà, Y finalement, tu vois. En même temps, quand je t'ai vu passer, j'ai vu ta voiture sautiller, on la voit basculer un peu, tu vois. Et au niveau des sièges? Ah, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus durs que ma Model 3, non? Je sais pas. Non, mais là, on est sur du full mou. Ouais, moi j'aime pas trop, moi, personnellement. Par contre, il y a vraiment un défaut sur ces sièges quand même. Il n'y a pas sur cette voiture la possibilité d'avoir des sièges ventilés. Ouais, ça, les sièges ventilés, c'est vraiment une option que depuis que j'ai découvert ça, j'adore. Tu fais un trajet au soleil, tu ressors, t'as le dos trempé quoi. Surtout qu'avec aussi l'effet du toit panoramique qui fait énormément chauffer l'habitacle et du coup avoir des sièges bouillants, c'est plus facile de les refroidir forcément s'ils sont ventilés, quoi. Tiens d'ailleurs, je voulais dire que tous les tests de Tesla qu'on avait fait jusqu'à présent, on les avait fait un jour où il y avait un grand soleil et très chaud, plus chaud qu'aujourd'hui. Et là aujourd'hui, je pense que le toit ne va pas du tout influencer sur la consommation en ville, ça va être intéressant. Et au niveau du coup de l'habitacle en général, des matières, du design, qu'est-ce que t'en penses? Bon, au design, qu'est-ce que t'en penses toi? C'est épuré, après moi j'aime quand même assez l'effet cockpit des voitures. Et là du coup il me manque cet effet cockpit dans les Tesla en règle générale, à part dans les Model S. Bon, moi je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas fans du mono-écran central. Moi j'aimerais bien un petit écran devant et tout, enfin bref, c'est vrai que ce serait mieux. Après en termes de finition, il y a beaucoup de gens qui ont dit des choses sur Tesla. Mais les voitures qui viennent de l'usine de Shanghai, en Chine,
Elles ont une finition qui est franchement pour moi irréprochable. Parfois, t'entends quand même quelques bruits parasites. Mais sinon, c'est hyper bien fini. Là, c'est moussé ici. T'as une planche de bois, d'un plaquage bois qui est assez, moi je trouve ça assez joli. Par contre, faut pas taper dessus parce que c'est vraiment un son horrible. Non, t'as de la petite feutrine là, petite moquette dans les... Non, très bien. Rien à dire. Au niveau de l'ergonomie du système, donc Tesla, il fait un peu différent de tous les autres, c'est-à-dire qu'ils ont donc leur propre système. Il n'y a pas d'Android Auto ni Apple CarPlay. C'est vraiment comme genre un iPad quoi. Ça a des inconvénients, ne pas avoir Apple CarPlay et Android Auto. Mais ça a un avantage, c'est que, enfin moi à force d'essayer plein de voitures et voilà de comparer avec la mienne, je trouve qu'avoir un système complet dans ta voiture et ne jamais dépendre de ton téléphone, c'est quand même pas mal. Dans le système, donc tu as un super GPS en vachement grand, avec la possibilité de mettre en satellite, de zoomer. Regarde ça si c'est pas beau, franchement, regarde. en plus c'est super fluide. C'est hyper fluide, on peut zoomer, on voit tout où on passe, on voit qu'il y a une piscine à côté, on voit... Voilà, le GPS, il est top. T'as Spotify, t'as Apple Music, Tidal, etc. T'as pas Deezer par exemple, donc si t'écoutes sur Deezer ou toi sur YouTube Music, bah faut que tu changes de système, c'est ça qui est chiant. Après sinon tu peux l'utiliser en Bluetooth en mode basique. Bon là tu reviens à la vieille école quoi, enfin c'est un peu relou. On l'a vu dans une vidéo de Max BLD où on compare tous les systèmes, etc. Quand t'es néophyte, t'as du mal à te retrouver. Par contre, très vite, t'as compris le principe, très vite tu sais comment ça marche, et très vite ça devient un système qui est assez incroyable et qui fait que les autres... sont vite un peu ringards et surtout, enfin, genre la fluidité du truc, c'est incroyable. Alors en plus dans cette voiture, on a un processeur Ryzen, donc c'est vraiment encore plus rapide qu'avant. Et du coup, la question forcément spécifique à Tesla, le quasiment zéro bouton. T'adhères, il t'en manque. Ce qui manque le plus, moi je trouve, c'est par exemple des boutons pour les sièges chauffants à l'arrière. Que tes passagers puissent gérer leur siège chauffant eux-mêmes, tu vois. Là, c'est quand même abusé. Si ton passager veut le siège chauffant, il est obligé de te demander, et là, tu fais hop, arrière, siège chauffant. Bon, après, c'est hyper joli et tout, mais c'est mal foutu. Moi, ce que j'ai fait dans ma voiture, j'ai acheté 4 sexy boutons, ça s'appelle. En fait, c'est un système qui permet de rajouter des boutons dans ta voiture. Alors, ils sont un peu moches, c'est dommage, ils auraient pu faire un truc joli. Des sexy boutons, pas sexy quoi. Ouais, des sexy boutons ultra pas sexy. J'en ai mis 2 à l'arrière que j'ai collés dans les vides-poches, ce qui permet aux passagers arrière d'activer leur siège chauffant sans avoir à me demander. Alors ça, c'est la grande force de Tesla, c'est qu'il y a énormément de choses en seconde monte. Et tu peux customiser ta voiture un peu comme bon te semble. À propos du système, on a dit qu'on pouvait donc... Tu avais un Spotify en natif dans la voiture, tu peux te mettre ta musique en natif et l'appli est plutôt pas mal. Elle est assez complète par rapport à d'autres qu'on a vu, genre Mercedes où c'est un peu plus simple. Mais tu as aussi YouTube, tu as aussi Netflix, tu as aussi Disney+. Alors évidemment que tu peux regarder qu'à l'arrêt. Sur les Tesla, en fait, l'Y, mais je crois que toute la gamme, en fait, ont le volant qui est réglable électriquement. C'est quand même assez rare d'avoir des voitures qui l'ont. La plupart, c'est toujours un réglage manuel. C'est une languette sous le volant et là, on peut soit enfoncer le volant, soit le tirer et le monter et le descendre. Et là, il est carrément électrique. Et ça, je trouve ça quand même plutôt cool parce qu'en plus, on peut l'associer à son profil et tu peux faire du coup des accès faciles avec le volant qui rentre, etc. Ça, je trouve ça plutôt sympa. Effectivement, en fait, tu as une gestion sur la Tesla Model Y, Model 3, enfin toutes les Tesla. Multi-profil, c'est-à-dire que tu crées ton profil dans la voiture. Tu peux l'associer à une clé, soit l'associer à ton téléphone, soit l'associer à une key fob. En gros, quand tu rentres dans la voiture qui détecte que c'est ton téléphone, hop, il applique tous les réglages. Donc ça applique les réglages au siège, rétroviseur extérieur, le volant, mais aussi les raccourcis que tu as en bas de l'écran, parce que tout le bas de l'écran là, tu peux tout modifier et faire les raccourcis que tu veux. Quand tu rentres dans ta voiture, tout est configuré pour toi. Ça, c'est génial. Et ça, c'est vrai que c'est top parce que beaucoup de modèles ont des profils, mais il n'est pas possible d'associer le profil à une clé ou à un téléphone. Et du coup, il faut changer le profil en démarrage dans la voiture. Et là, pour ça, c'est vrai que c'est top. Gros défaut de cette voiture, on a un grand toit vitré qui n'est pas occultable. Occultant. Occultant. Ouais. Et en gros, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que il fait chaud dans cette caisse l'été. Et c'est horrible, vraiment. Mais moi, je trouve ça insupportable. Surtout, ce qui est dingue, c'est que ces voitures comme sont fabriquées en Californie où il fait chaud, et du soleil, et c'est pas vraiment un problème qui semble t'amener à être résolu. Alors, attention, il y a un système anti-surchauffe de l'habitacle à 2 positions. Première position, quand tu passes au-dessus de 35 degrés, ça active la ventilation. 35 degrés? Ouais, je crois que c'est réglable. En gros, tu as un système anti-surchauffe qui active que la ventilation ou qui peut même activer la clim.
Donc, sauf que ça vide un peu ta batterie. Donc bon, moi j'ai fait le choix de ne pas l'activer. Tu vois, c'est pas logique de devoir activer une ventilation qui consomme de la batterie juste parce que t'as pas fait un putain de taux occultant quand même, bordel. C'est vrai. Tiens, bah, d'ailleurs, en parlant de ces systèmes qui s'activent automatiquement en fonction de la chaleur, on peut peut-être parler, parce que c'est quand même une originalité quand même de Tesla, du mode Sentinelle. Et également de la dashcam, parce que c'est aussi deux éléments qui sont quand même assez rares sur les modèles actuels. Donc tu as deux trucs, tu as une dashcam, c'est-à-dire en gros si tu as un accident, ça va garder en mémoire, je crois que c'est la dernière minute, enfin c'est réglable de toute façon. Donc quand tu as un accident, bah, tu as la vidéo de l'accident en gros. Tu peux aussi faire en sorte que quand tu klaxonnes, ça enregistre la dernière minute. Et tu as le mode sentinelle. Le mode sentinelle c'est quoi? C'est quand tu gardes ta voiture et que tu t'en vas, si quelqu'un s'approche de ta voiture, alors tu as deux modes, soit avec caméra, soit sans, mais bref, en gros, si quelqu'un s'approche de ta voiture, ça va le filmer. Si par exemple un mec recule dans ta voiture et abîme le pare-choc, bah t'as la plaque quoi. Après, il y a aussi l'effet dissuasif du fait que la voiture va réagir quand quelqu'un s'approche. Les feux vont s'allumer, il y a un message qui apparaît sur l'écran, mode sentinelle, machin. Ce qui peut aussi dissuader les gens, parce qu'ils vont dire ah tiens, il est peut-être pas loin. Enfin, voilà, il y a un effet aussi psychologique. Sur le fait de sentir qu'on est surveillé quoi. Par contre, il y a un bémol à ça quand même. Par contre, ça consomme beaucoup de batterie. C'est en gros au moins genre 5% par jour. Ça s'arrête quand tu es à moins de 20% de batterie. Donc en gros, quand tu laisses ta voiture sur un parking, quand tu pars en vacances ou chez toi, enfin bref, très vite tu es à 20% quoi. Après, ce qui est intéressant, c'est que tu peux activer le mode sentinelle, mais le désactiver automatiquement quand tu es au bureau, à la maison ou dans un lieu que tu as mis dans tes favoris. Ouais, c'est vrai que c'est classe ça. Voilà, ça peut activer uniquement le mode sentinelle quand tu es justement sur un parking, à la gare ou des trucs comme ça quoi. Bon allez, on arrive à la fin du trajet ville. On va enfin savoir ce que donne cette Model Y en ville. Il semblerait qu'elle a fait quand même des bonnes consos là. En même temps, il y a l'impression que les conditions étaient optimales pour faire un bon score. JC va voir ça d'ici quelques minutes, moi j'en sais rien. On verra ça à la fin de la vidéo pour moi. Ouais, parce qu'on se dit les consos à la fin, c'est le suspense. Alors attends, on commence mais... Plutôt en bas, c'était plus haut toi. Allez hop. Hop. Bon, eh ben c'est excellent, hein. C'est excellent. Comme quoi, les gens qui se battent contre les SUV parce que nanan, ça consomme, nanan, c'est faux. Cette voiture consomme beaucoup moins qu'une Peugeot 208 ou une Fiat 500 en ville. Donc vous le savez, nous ce qu'on aime, c'est les compètes de vitres. Je mange une chouquette. Putain. 1, 2. Hop. Et hop. Mais qui battra la Ioniq en conso et en compète de vitres? La fenêtre d'arrière. J'inverse. Est-ce que je peux filmer comme ça? Ouais, c'est limite hein. On peut pas passer le bras? Ouais, je crois que tu cisailles légèrement le coude là. Ouais, et ça c'est vraiment le défaut comme la Model 3. C'est dingue parce que pourtant elles sont grandes les portes quand même. Ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu peux pas mettre le bras... En fait, je pense qu'il part du principe que l'arrière c'est que pour des enfants qui ne doivent pas mettre les bras dehors. À noter, tiens, puisqu'on parle d'enfants, quand tu appuies là dans contrôle, tu peux bloquer ici sécurité enfant, verrouiller les vitres, tout se passe ici. Je peux même replier les rétroviseurs là. En 3 clics quoi. Et je peux aussi dire comme ça. Replie les rétroviseurs. Ça marche bien hein. Referme les rétroviseurs. Replier rétroviseur. Des mots efficaces. Franchement, je... Replie les rétroviseurs, s'il te plaît. Oh, fallait lui demander s'il te plaît. T'avais pas dit s'il te plaît depuis tout à l'heure, mais c'est ça en fait. Oh, ma bibiche, excuse-moi, je t'ai mal parlé. Déplie les rétroviseurs, s'il te plaît, ma bibiche. Elle est un peu caractérielle quand même. Fais ce qu'elle veut. Hein. Non, mais, alors, il y a un système vocal, oui. Il y a les mecs, les fans de Tesla, ils disent oui, il y a le système vocal pour faire tout ce que... Non, c'est de la merde. Et deuxièmement, Google fait 100 fois mieux. Ah, vraiment, alors là, Google fait 200 fois mieux. J'ai un peu le même problème avec les Hyundai. Il y a les commandes vocales qui fonctionnent, mais parfois le terme qu'il faut employer n'est pas très intuitif. Je crois que par exemple, moi, pour ouvrir la trappe de recharge, il faut que je dise ouvrir porte de recharge. Ouais. Bon, allez, on passe à la route. Le parcours routier, c'est 25 km, composé en grande partie de portions à 80 km/h avec des ronds-points. Là encore, le dénivelé est très faible. La vitesse moyenne est généralement de 65 km/h. Bon, il y a un petit Shifumi quand même, parce que l'autre fois, j'ai commencé à avoir les petites tendances à la gagne. Donc, Allez, vas-y. Shifumi.
C'est quand je réfléchis pas. Quand je réfléchis pas, je gagne. Voilà, et moi j'ai réfléchi, je me suis dit, et dans les commentaires, ils disaient, mais faut faire Pierre à chaque fois. Pierre, il y a de fortes chances de gagner. Et là, j'ai fait, bah, je vais faire Pierre. Et là, je fais, il y a peu de chances qu'il fasse feuille. Bon, bah, tu passes devant, même si ça n'a aucun intérêt, t'es quand même passé devant, t'as gagné. Donc là, si je passe en marche arrière, tu vois, il y a une voiture derrière. La voiture ne me dit pas, attention, danger. Je la vois évidemment dans les caméras. Mais la voiture ne m'indique pas du tout que y a un risque à reculer. Alors que ça, c'est une option que maintenant, bah, si vous suivez les Ioniq 28 Challenge, vous le savez, il y a de plus en plus de voitures qui le font et c'est hyper sécure, c'est vachement bien. Si vous pensez que Tesla fait des voitures qui sont très très en avance technologiquement, c'est vrai dans certains cas, en particulier pour la partie électrique de la voiture par exemple, et c'est vraiment beaucoup moins le cas dans d'autres domaines. Ouais. Ouais, on n'a pas dit, mais si j'ai gagné le Shifumi, ça me permet de passer devant, c'est tout. Même si on inversera les positions à mi-parcours, histoire d'équilibrer le potentiel avantage aérodynamique. Bon, allez, on vient de partir sur la route. Du coup, bah, la première question qui revient à chaque fois, même si je connais déjà la réponse, est-ce qu'elle a un régulateur adaptatif, cette voiture? Oui, alors, régulateur adaptatif, tout à fait, Alexandre. Cette voiture, par contre, n'a pas un régulateur de vitesse adaptatif intelligent. C'est-à-dire que, par exemple, si je suis au régulateur adaptatif et que j'arrive dans un rond-point, la voiture ne va pas ralentir. La voiture va me faire rentrer dans le rond-point à 80. Et du coup, est-ce qu'il est pratique à utiliser, ce régulateur? Tout à fait. Il suffit de baisser le levier là, vers le bas, une fois. Et hop, je suis au régulateur. Là, il y a marqué 80. Donc, c'est réglé automatiquement la vitesse à laquelle j'ai le droit de rouler. Et voilà, là, je suis au régulateur. Alors là, il y a des embouteillages. Donc, elle a le traffic jam assist, qu'on appelle. C'est-à-dire, en gros, bah, si ça s'arrête, elle s'arrête. Si ça repart, ça repart. Son problème, c'est que elle est un peu brutus. Dans les embouteillages, c'est pas très agréable, ce système. Mais là, vous voyez, je fais rien. La voiture, je freine, ralentit, elle repart. Et ça va me faire une belle moyenne de merde sur la route, cette histoire. Bah, le début, quoi. Alors là, il y a un truc qui est incroyable. La route, là, n'a pas de marquage. Aucun marquage. Pourtant, la voiture, elle voit des lignes. Voilà. Et là, j'ai lancé l'autopilote. Et je suis en autopilote. C'est-à-dire que là, maintenant, la voiture prend en charge aussi le volant. Donc, volant, accélérateur, frein, c'est elle qui gère tout. Il n'y a aucune ligne. Et pourtant, la voiture sait où elle doit rouler. C'est complètement incroyable de la part de Tesla d'arriver à faire un truc pareil. Par contre, à partir du moment où tu mets le volant devient bien rigide au niveau de la direction. Ouais, il devient tout dur. Ouais, je l'aurais pas tourné comme ça, mais... Donc pour lancer l'autopilote, on met 2 coups vers le bas, boum boum, hop, le volant est bleu, les lignes sont bleues, ça y est, je suis en autopilote. Et là, comme dit Alex, le volant il est tout dur, c'est-à-dire que là, c'est pas moi qui conduis là maintenant. Là, si je veux me déporter un peu, eh ben je force sur le volant et ça déconnecte l'autopilote. Tiens, là ça a sonné parce que je me suis trop rapproché de la ligne. D'ailleurs, moi j'ai une façon de voir en fait le système Tesla par rapport aux autres, et pour moi il est vraiment à part par rapport aux autres. C'est pour moi dans la plupart des autopilotes, enfin on appelle autopilote ou assistant de conduite niveau 2, c'est le bord des autres constructeurs font en sorte qu'on conduise la voiture et qu'il y ait l'assistant qui soit là en garde-fou sur notre conduite. Alors que Tesla, c'est plus, on donne la main à la voiture et on devient copilote de la voiture. Moi personnellement, j'adhère pas des masses, mais par contre, faut avouer que quand il prend la main, il est quand même très efficace dans ce qu'il fait. C'est ça. On en reparlera sur l'autoroute parce que c'est vraiment sur l'autoroute que ce système il est vraiment pénible. Il n'y a pas un système de lane assist qui est aussi fort que Tesla dans sa sécurité, j'ai envie de dire. Par contre, c'est vrai qu'il est un peu relou à utiliser. Et on a l'impression que Tesla, l'autopilote, de base, ils en ont vraiment rien à secouer. Ce qui les intéresse, c'est le FSD, le Full Self Driving. Et sinon, le reste, l'autopilote, moi j'ai une Tesla depuis 2 ans, j'ai pas vu de grandes avancées. Ouais. Même, j'ai vu des reculades. Bon, par contre, niveau volant capacitif, il me semble que Tesla n'est pas équipé de ça. Non. Du coup, qu'est-ce que c'est le volant capacitif? Parce que on est friand, mais tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est. Alors regarde, je lance l'autopilote. Hop, le volant est pris en charge. Ok. Là, je touche plus à rien. Donc là, la loi, elle oblige au constructeur de vérifier que tu es bien au volant, que tu es bien maître de ton véhicule. D'accord? Là, il y a marqué tourner très légèrement le volant en bas. Et là, ça commence à clignoter bleu. Et plus ça clignote vite, plus c'est urgent que tu reprennes le volant. Et là, ce qu'il faut faire, c'est soit mettre une petite pression d'un côté ou de l'autre, ou bouger un petit peu, voilà, pour dire je suis là. Et donc, sur l'autoroute, quand tu fais 600 km sous autopilote, tu passes tes 600 km à bouger de temps en temps ton volant comme ça, ou te forcer à mettre un petit poids d'un côté, enfin bref. C'est une mini charge mentale quand même. C'est qu'on va dire, mais c'est une mini charge mentale. Et aujourd'hui, il y a des voitures qui ont ce qu'on appelle un volant capacitif, où le simple fait d'avoir la main sur le volant fait que c'est bon, le système continue à fonctionner. Ça te change tout. Et ce qui est incroyable, c'est que
La dernière fois, on a essayé une BMW i4 sur l'autoroute. Et sur les premiers kilomètres d'autoroute, j'étais perdu parce que mon cerveau me demandait de bouger le volant. Et en fait, après, je comprenais que c'était pas la peine. Mais j'avais un réflexe de toujours vouloir le faire. Et c'est au bout de quelques kilomètres que j'ai arrêté de penser à ça. Et que c'était une expérience vraiment 100 fois meilleure de juste être la main sur le volant, attentif. Parce que là, en fait, le problème, c'est que parfois, t'es là, t'as la main sur le volant, t'es attentif. Mais le fait est que ça va tout droit. Ta voiture est entrée les lignes, t'as pas du tout besoin de mettre une pression et tu commences à te faire engueuler. Et sur la Tesla, si tu réagis pas à temps, l'autopilote s'arrête. Et là, tu es obligé de t'arrêter sur une aire de repos, éteindre la voiture, enfin passer en mode P, et ensuite repartir pour avoir de nouveau l'autopilote. T'es puni, comme chez maman. Ça, c'est hallucinant d'avoir ce système de punition quand même. Insupportable. Tiens, vas-y, tu peux passer là? Il y a personne, vas-y. Voilà, allez. Alex passe devant, on a fait la moitié du chemin. Alors là, on est dans une petite courbe. Oh, c'est pas mal, hein. Ça prend plus de roulis que la Model 3, forcément. Ah, c'est plus haut, ouais. Mais bon, tu sens qu'elle a envie de jouer quand même, la voiture. Hein. Mais où là? Donc là, on a fini la route. Sauf que l'endroit où on se garde d'habitude est pris par un gros camion. Ouais, on va se mettre là, en double fil. Donc on va relever les consommations de route. On va pas se les dire, on se les dira à la fin. Comme d'habitude. Allez hop, photo. On a roulé à quelle vitesse sur la route? 57. Ouais, on a roulé moins vite que d'habitude. J'ai un chiffre de conso, mais incroyable. Là, au final, à la fin, je suis assez bas. Ouais, là, c'est fou. Mais là, avec le top panoramique, je pense qu'on a les meilleures conditions pour tester la voiture là. J'ai 531 km d'autonomie là encore. Avec 60 kWh quoi. Bon, bah très bien, hein. C'est très très bien. Maintenant, on va passer. Alors, maintenant, on va passer à l'autoroute. Et là, par rapport à la Model 3 ou une Ioniq 6 ou haute berline, elle a un handicap. Bah, elle a un aéro qui est quand même un peu plus bodybuildé quoi. Voilà, donc c'est sûrement là où on va voir la différence avec une Model 3. Effectivement. Allez. Le parcours autoroutier, c'est environ 90 km en aller-retour sur l'A660 et l'A63 en direction de l'Espagne. Là aussi, le dénivelé est très faible, le point d'arrivée est à la même altitude que le point de départ. La vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km/h. Putain, j'ai le dos qui suinte. Bon, on n'est pas resté très longtemps parce qu'on est vraiment super mal garé. Tu veux faire un petit Shifumi? Allez. Shifumi. Tu t'es dit que t'allais faire la même chose? Non, pas du tout. J'ai mis un truc au hasard et j'ai fait comme ça. Mais ouais, c'est le même. Ouais, mais je sais pas. T'avais pas le droit de faire le même. Le mec, à chaque fois au Shifumi, il veut calculer, tu sais, il calcule les probas, les machins. Je fais au hasard, je gagne tout le temps, c'est tellement drôle. Allez, on a mis à 0, on est parti. On part sur l'autoroute. Et sur l'autoroute, il y a des choses à dire. Il y a du bon, il y a du moins bon. Il y a du à chier. Allez, on va faire une petite accélération pour voir comment ça réagit. Parce que c'est un nouveau moteur par rapport à la Tesla Model 3 que je connais. Il est un peu moins puissant. Ouais, malheureusement, je peux pas accélérer. Si, allez, je vais me faufiler là, c'est parti. Ouais, ok, d'accord. Bah, ça accélère comme la Model 3 en gros. Allez, on est calé en autopilote à 130, c'est parti. Bon, allez. Bon, on attaque l'autoroute. Non, on va répondre à une question tout de suite. Est-ce que la voiture accélère quand on double? Je suis à 100 km/h, je mets le clignotant. 98, 95, 95, je suis dans la voie. 100, ça y est, elle commence seulement à accélérer. Voilà, ça c'est le premier gros défaut du régulateur adaptatif de la Tesla sur autoroute. C'est qu'il accélère pas assez vite. Et que très souvent quand tu doubles, tu es obligé de mettre le pied dans l'accélérateur pour que ça soit correct. Mais surtout que là, je viens de le faire avec la Ioniq 28. Et dès que je suis arrivé à mi-voie, elle a commencé à vouloir accélérer. Et en fait, elle a été ralentie parce que toi, t'accélérais pas en fait. Mais oui, non mais le régulateur adaptatif de la Ioniq 28 est plus agréable que celui de la Tesla Model Y. C'est quand même fou. C'est clair. Bon allez, donc là, autoroute, un sujet principal quand on fait de l'autoroute, c'est se recharger pour faire des grands trajets. Du coup, au niveau de vitesse de charge, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette voiture? Au niveau de la vitesse de charge, on peut faire une pointe à 170 kW de puissance de charge en DC. Mais on sait bien que nous, la puissance de charge, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la courbe et donc la vitesse pour faire un 10-80. Ah, le temps du coup. C'est ça. Et le temps pour faire un 10-80, il est donné pour 25 minutes. En gros. Là, il y a Max BLD qui a fait un temps de charge 10-80 avec une Model 3 propulsion, c'est-à-dire exactement la même base. Lui, il a eu 28 minutes.
ce qui n'est pas terrible par contre. Moi, avec ma Model 3, avec la plus petite batterie, 55 kWh, je mets 22 minutes en gros. Moi, je trouve que 25 minutes, c'est très bien. 25 minutes, c'est vraiment... En dessous de 30 minutes, t'attends pas la voiture, c'est pas mal. C'est ça. Moi, en dessous de 25-30 minutes, c'est acceptable. En fait, on n'attend pas vraiment la voiture. Mais par contre, au-dessus de 30, là, tu commences à dire, j'aimerais bien y aller, quand est-ce qu'elle a fini, quoi. Après, vu que la consommation de la voiture est assez basse, vous le verrez à la fin dans nos tableaux, on calcule la vitesse de recharge en kilomètres par heure. C'est ça qui fait vraiment le classement. Et je pense que la voiture sera bien classée, malgré le fait qu'elle charge en 25 minutes et pas 18. Ce sera un score plutôt pas mal. Mais ça, c'est un modèle chinois. La Gigafactory de Berlin, qui fabrique des modèles Y et qui commence à fabriquer des modèles Y propulsion, sort des modèles Y différents de celui-là, avec d'autres batteries, des batteries BYD Blade en LFP aussi. Et les premiers résultats, les premières choses qu'on a vu passer sur les réseaux, montrent des vitesses de charge complètement incroyables, donc vraiment beaucoup plus rapides. Le problème, c'est que quand vous commandez un modèle Y sur le site Tesla, vous n'êtes pas certain d'avoir un modèle chinois ou berlinois. Et d'ailleurs, alors ça, c'est bien que tu dises ça, parce que moi, c'est d'ailleurs une des raisons qui me freinerait à acheter une Tesla. Ça me saoule en fait de ne pas pouvoir vraiment savoir ce que je commande. Et même au niveau du marché de l'occasion, il faut vraiment décortiquer la provenance de la voiture pour savoir quelle batterie on a, quel moteur on a. Et du coup, selon, il peut quand même y avoir des variantes d'équipement ou de performance en fonction de si c'est un modèle chinois, un modèle américain, un modèle allemand. Et ça manque un peu de transparence et pour le marché de l'occasion, c'est pas très évident, je trouve. C'est comme là, voilà, ils ont retiré les radars maintenant sur les pare-chocs. Du coup, pour le stationnement, c'est que par les caméras. Avant, il y en avait. Du coup, voilà, c'est un peu compliqué de s'y retrouver pour un novice qui veut s'acheter un modèle Y ou une modèle 3. Selon, pour être certain de ce qu'il achète, il faut un peu se renseigner, quoi. Pour continuer sur la vitesse de charge, cette voiture est équipée d'un préconditionnement, ce qui lui permet justement de... déjà, avec une batterie LFP, c'est quasiment indispensable, sinon ce serait catastrophique au niveau temps de charge. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le préconditionnement de la modèle Y ou de la modèle 3 qui est à peu près équivalente? Alors, le préconditionnement sur la modèle Y, c'est très simple. Il faut que tu lui dises que tu vas à une station de recharge. Alors, attention, si tu tapes ici dans le moteur de recherche Unity machin, tu cliques et que tu y vas, pour lui, tu ne vas pas te recharger. Il faut vraiment passer ici par le menu recharge. Donc, tu as plusieurs possibilités, les petites puissances, moyennes puissances et grosses puissances. Et quand tu vas sur une grosse puissance, alors là, tu vois, tu as toutes les stations du coin. Quand tu y vas, hop, la voiture va gérer elle-même le préconditionnement. Ça marche plutôt pas mal. Et comme tu disais, c'est indispensable sur une LFP en hiver, sinon tu charges vraiment beaucoup plus lentement. Par contre, l'inconvénient, c'est que toutes les bornes ne sont pas référencées. Il y a toujours des trous de bornes. Et ça, c'est vraiment chiant. Et bizarrement, moi, à chaque fois que je veux aller sur une borne, elle n'est pas référencée, tu vois. Je veux aussi préciser ce que c'est le préconditionnement, parce que là, on dit le préconditionnement, mais en fait, on n'explique pas vraiment ce que c'est. Le préconditionnement, en fait, ça permet de mettre en température la batterie pour être à sa température optimale pour qu'elle puisse accepter une puissance forte de charge. Et forcément, pour faire chauffer la batterie, ça consomme un peu d'énergie. Donc il y a une légère surconsommation pour permettre ce préconditionnement. Mais au final, ça vous fait perdre un peu d'autonomie, mais vous gagnez en temps de charge, qui fait que votre trajet est quand même plus court en fait. Et donc, vu qu'il manque des bornes et que si tu as envie de te charger sur une borne précise qui n'est pas dans le GPS, il faut feinter, c'est-à-dire dire que tu vas à une borne à côté, ça va préconditionner pas forcément de façon optimale. Ou alors, encore une fois, tu as les sexy boutons et tu peux mettre un bouton qui déclenchera le préconditionnement manuellement. Ça, c'est pas mal. Niveau charge, on a un autre petit sujet également, c'est le plug and charge. Donc là, en parlant plug and charge, on parle vraiment du standard plug and charge en fait, qui permet de recharger sa voiture juste en la branchant sur une borne et ça communique tout seul et ça lance la charge. Donc Tesla n'est pas compatible plug and charge. Par contre, ils ont quand même une force native qu'ont pas les autres. C'est le fait de pouvoir lancer la charge dès que tu branches la voiture sur une borne. Donc, je te laisse à la limite continuer sur ce sujet-là. Écoute, moi je pense qu'on va tout traiter d'un coup. L'énorme force de cette voiture pour le voyage, c'est qu'elle a un planificateur d'itinéraire. Donc quand tu dis que tu veux aller à Paris, elle te fait ton itinéraire, elle te prévoit toutes tes bornes de recharge. Elle va recharger que sur les bornes Tesla par contre. Et quand tu arrives sur une borne Tesla, ce que tu fais, c'est que tu branches la prise sur la voiture et c'est tout. La voiture communique avec la borne. C'est facturé sur ton compte Tesla où tu as renseigné une carte bancaire ou un RIB. Tu sais que tu vas arriver à la borne. Tu sais que la borne elle marchera parce que Tesla sait que ces bornes marchent ou marchent pas. Tu sais que tu n'as pas besoin de moyen de paiement, de carte de CB. Même tu vas les mains dans les poches en slip, tu pourras te charger. C'est vraiment une force énorme.
Bah, c'est vrai que n'importe quel novice qui passe électrique avec une Tesla, ça se passera sans encombre en fait. Après, puisqu'on parle du planificateur, il a des défauts. On ne peut pas dire à quel pourcentage on veut arriver à destination et ça, c'est nul. Il y a plein de détails comme ça. Le fait qu'on aimerait aussi pouvoir naviguer sur autre chose que les bornes Tesla si on en a envie. Parce que parfois, les stations Tesla sont pas sur l'autoroute. Il faut sortir et faire 5 ou 10 km pour aller charger, c'est chiant. Tout n'est pas rose. Tiens, on va faire le petit test de la belle-mère. Tu laisses cette voiture à ta belle-mère. Est-ce que elle monte à Paris, elle va à Munich sans problème? Bah oui. Ah bah tiens, en parlant de ma belle-mère, il y a ma belle-mère qui m'appelle. C'est dingue. Non, je te répondrai pas, belle-mère. Au niveau de l'autopilote, est-ce qu'il peut changer de voie tout seul? Là, on entre dans ce qui est vraiment très très relou quand tu fais un long trajet. Et toi, je sais qu'Alex, ça te fait péter un plomb. Ouais. Là, je suis derrière ce Peugeot Partner. Là, je suis en autopilote. La voiture gère, tout va bien, le trajet est confortable. Si je veux le doubler, je vais mettre mon clignotant. Boum, ça coupe l'autopilote. Ça a fait boum boum. Une fois que je suis sur ma voie, il faut que je relance l'autopilote. Et donc à chaque fois que je vais doubler, je vais devoir faire ça. Couper l'autopilote, relancer l'autopilote. C'est super relou. Après, le régulateur pendant adaptatif, lui, il reste actif. Ouais. Ça coupe juste le maintien dans la voie. Par contre, tu as l'option EAP qui permet de faire plus. Le AP, ça fait que quand tu mets ton clignotant et que tu mets un petit coup de volant, la voiture change de voie toute seule. Mais néanmoins, si moi je veux changer de voie maintenant, tout de suite, et que je le fais manuellement, ça va couper l'autopilote, même sous EAP. En fait, le AP, c'est toujours pareil, ça reste dans le principe que c'est la voiture qui conduit quand on lui a donné la main. C'est en fait, on demande à la voiture, change de voie. Mais par contre, si c'est nous qui voulons changer de voie et que le faisons naturellement, bah là, t'as pris la main, bah je me coupe, parce que tu m'as repris la main tout simplement. Et donc, si tu veux que je reprenne la main, il faut me redonner l'ordre de reprendre la main, quoi. Pour faire des longs trajets, je préfère largement une Ioniq 6 ou encore mieux une BMW i4 qui a en plus le volant capacitif. Voire même une Mégane. Hein. Une Mégane, complètement. Parce que ce système-là, entre bouger le volant, remettre tout le temps et tout, bah, c'est relou quoi. Donc comme sur les Hyundai, tiens on va doubler, comme sur les Hyundai et les Kia, quand tu mets le clignotant, tu as un rappel ici de l'angle mort. Sauf qu'il est tellement mal placé que tu le regardes jamais en vérité. Et c'est là où il manque un écran devant pour afficher des trucs importants ou même un head-up display. Bon allez, là on sort de l'autoroute pour le reprendre dans l'autre sens. On va inverser également les positions. Donc on est à mi-parcours d'autoroute là. Et d'ailleurs niveau conso, comment on est là? Ouais, je suis bien, une bonne conso. Moi c'est excellent. Putain, c'est très très bon. Allez, vous allez voir une jolie voiture bleue qui va passer. En plus, j'ai mis des chaussures bleues exprès pour ta voiture aujourd'hui. En fait, est-ce que tu as une paire de chaussures adaptée à chaque couleur de voiture? Blanc, je crois pas qu'il y ait de blanc. Blanc, c'est trop basique. Bon, moi j'ai des chaussures blanches. Putain, et on est coordonnés à un niveau de chaussures avec nos voitures. Ah bah voilà. Allez, c'est reparti cette fois. Donc je me mets derrière la Ioniq 28 et je me cale à son 130. Bon, et bien voilà. On arrive à la fin du trajet autoroutier. Alors, Alex, c'est une conso incroyable. Ah ouais, carrément. Attention, dernier virage, on s'arrête. Hop. Oh putain, c'est fou. A noter que quand on appuie sur le bouton parking ici, on entend les freins de parking se serrer. D'ailleurs, la voiture ne bouge pas, hein, contrairement à une boîte auto. Mais quand on appuie plus fort, on a un deuxième frein de parking. Je ne sais pas, je n'ai jamais compris pourquoi. Ça fait 2 ans que je roule en Tesla. J'ai jamais compris pourquoi. Oh non. Qu'est-ce qui t'arrive? Le micro il s'est coupé. Bon voilà, je viens de me rendre compte que le micro a coupé pendant l'autoroute. Donc je ne sais pas à quel moment. Les batteries n'ont pas tenu. Peut-être je ferai un doublage. T'as doublé toi-même? Ouais. Ouais, du coup, vu qu'on a un petit souci de micro, hein, on va faire le top 3, flop 3 de la voiture à l'arrêt. Du coup, pour toi, c'est quoi les 3 meilleurs trucs sur cette voiture pour ton ressenti? Alors, numéro 1, la partie électrique. Confort de conduite, agrément de conduite, consommation, vitesse de recharge, puissance, le moteur, tout. Enfin, vraiment, super voiture à conduire, plaisir de conduite, quoi. Deuxième petit point positif, le planificateur, évidemment, parce que malgré ses défauts, il te permet quand même de voyager partout en Europe sans vraiment avoir à réfléchir, ni même à planifier toi-même.
Ça, c'est incroyable. Et petit 3, l'écosystème Tesla. Comment l'application discute avec la voiture, comment l'application discute avec le centre Tesla. Si tu demandes un entretien, ça va te dire est-ce que ça correspond à la panne que j'ai détectée. Oui, non, tac, ça l'envoie au centre Tesla qui peut faire venir un mec chez toi pour réparer. Plus tu branches la voiture directement, ça lance la charge, ça communique tout seul. Enfin, tant que tu restes dans l'écosystème Tesla, tout est simple en fait. Donc c'est vraiment un nouveau monde. Voilà. J'ai ma Ioniq 28. Quand je l'emmène en révision, je sens que je suis dans le monde d'avant. Et du coup, moi c'est bien pour les positifs, mais par contre elle a quand même des défauts cette voiture. Si tu devais en nommer 3, tu prendrais quoi? Petit 1, l'autopilote. On est tous d'accord pour dire que l'autopilote, autant le lane assist est performant, autant à utiliser c'est vraiment hyper lourd. Vraiment. Enfin, on est à la limite du nul, hein, sans déconner. Hein. Je suis d'accord. Deuxième point négatif, c'est l'absence d'ultrasons pour le stationnement. Et ça, c'est vraiment abusé. Évidemment, en Californie, les grands parkings, on arrive, on se gare direct. Ok, mais dès qu'on doit se garer dans des ruelles, Ou des parkings souterrains. voilà, c'est pas évident quoi. Et le petit 3, c'est le fait que, bah voilà, c'est une voiture parce que elle a une méthode de production qui est faite pour aller à l'économie et faire en sorte que la voiture coûte le moins cher possible. Et effectivement, actuellement, c'est un rapport qualité-prix imbattable. Bah, il y a 5 couleurs, donc 2 gratuites. Donc toutes les modèles Y sont blanches ou grises, en gros. C'est toujours le même intérieur, sauf que tu peux l'avoir en blanc ou en noir, mais il n'y a pas d'option. On aimerait avoir les sièges ventilés, ça n'existe pas. On peut prendre l'option vente. C'est une voiture de masse. Tu la prends comme ça, t'aimes ou t'aimes pas, quoi. Ah, d'ailleurs, moi, à un moment, j'avais hésité à potentiellement peut-être prendre une Model 3 Performance, malgré plein de choses que j'aime pas chez Tesla. Mais par contre, moi, ça me fait quand même chier de me dire j'ai une Model 3 Performance, j'ai juste des jantes différentes, des étriers de frein et un béquet. Par contre, à l'intérieur, au quotidien, bah, j'ai la Model 3 de JC, quoi. Et non, c'est pas possible. Ah, c'est vrai. J'ai pas une siège baquet, j'ai pas un liseré machin, enfin un truc qui. C'est là où les gens qui aiment les bagnoles, eh ben, ils tendront toujours vers de l'allemand ou peut-être le juste milieu, c'est les Coréens. Et moi j'aurais quand même un quatrième petit négatif quand même. C'est plus que le système est très bien, mais il y a quand même une philosophie Tesla auquel il faut adhérer. Et du coup si on adhère, bah, on surkiffe. D'ailleurs on a plein qui kiffent le système et qui adhèrent complètement. Moi j'adhère moins sur certains trucs et du coup ça peut être un irritant au quotidien. Donc faut quand même être conscient qu'il faut quand même se plier un peu à la voiture. Et si on n'y adhère pas, c'est un peu chiant. Bon allez, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le test de régène. On va voir quelle est sa puissance de freinage régénératif. Et après on va mettre la voiture à recharger, on va calculer l'écart à recharge, même si sur cette voiture, vu qu'elle compte pas la consommation à l'arrêt, l'écart à recharge il veut pas dire grand chose. Allez. Donc là on est sur la route, on fait le test de régène. Donc en fait, JC va arriver à 80 km/h au régulateur, il va le couper au niveau de la barrière. Il va laisser la voiture ralentir jusqu'à l'arrêt complet. Et du coup on mesure la distance avec un télémètre laser, c'est un télémètre de golf en fait, qui permet de mesurer la distance entre là où je suis et la voiture arrêtée. Une bonne distance de régène pour nous c'est entre 120 et 150 mètres, ce qui permet d'avoir un bon feeling pour une conduite normale à une pédale. Allez, je me mets en place. Donc là on voit bien qu'on est à 100% de régène sur notre barre. Donc voilà, on va avoir des résultats significatifs. On est à 80, parfait. On passe devant Alex, on coupe le régulateur adaptatif. Voilà. Les feux s'allument. Régène qui augmente, qui réduit. Voilà. Et une fois qu'on s'arrête, on met les warnings pour Alex. Donc 145 mètres. C'est beaucoup quand même. Bonjour. Alors les précédentes Tesla étaient entre 140, 142, 145. 145. 145 c'est dingue. Alors on va faire un deuxième essai. Là JC fait un deuxième essai pour qu'on puisse faire la moyenne des deux. Voilà, il coupe la régène, les feux s'allument que maintenant. C'est marrant, la régène elle met du temps à se lancer. Et une fois qu'elle est lancée par contre elle ralentit fort. Mais c'est hyper agréable, c'est pas gerbos. Ça fait pas... Voilà, on a fait 150. Alors? Là t'as fait 150. Ah ouais? Ouais. Donc 145 et 150. Donc 147 on va dire? Ouais. Allez. Alors, est-ce qu'il y a une vue 360 sur cette voiture? Pas du tout. Il y a la caméra arrière et les deux latérales. Donc c'est pas mal. On s'en sort bien avec. Hein. Évidemment, c'est pas parfait. Et encore une fois, on pourrait s'attendre à plus de technologie chez Tesla, mais non. Donc là, par contre, on voit bien les lignes au sol, c'est pas mal. Allez, on va reculer sur Alex. On va voir si la voiture détecte Alex. Oh là,
Voilà. Bon, là, c'est pas mal avec toi. Hein. Là, elle me dit que t'es à 50 cm. Voilà, c'est la taille de ma bite, c'est bon, c'est ça. Allez, casse-toi, casse-toi. Je veux plus te voir. Toujours le petit bruit de secoupe volante. Moi, j'aime pas du tout, mais. Bon, quand tu ouvres la porte et que tu étais en drive, ça passe en parking tout seul. Ça, c'est la classe. Et ça met le frein de parking aussi. C'est parfait. Les portes sont montantes, on peut le voir là. Hein, les c'est portes quand sont même, montants. c'est quand même. C'est beau. Quand vous recevez votre Tesla Model Y, vous avez juste 2 cartes. Donc, il faut passer la carte ici pour ouvrir la porte et ensuite vous pouvez démarrer. Bon. Elle te le dit au moment quand elle s'arrête. Donc, quand vous recevez votre Tesla, vous avez juste 2 cartes magnétiques. Vous les passez ici pour déverrouiller la voiture, etc. Après, la première chose que vous faites, c'est vous jumelez le téléphone à votre voiture et du coup, quand la voiture détecte votre téléphone dans les environs, hop, vous pouvez rentrer. Mais Tesla propose aussi d'acheter une key fob. Alors, la key fob, c'est quoi? C'est une petite clé comme ça. Ça ressemble à une Tesla. Bon, de loin. Bon, et ça permet de faire plein de choses géniales. Je vous conseille vraiment de l'acheter. Qu'est-ce que ça permet de faire? La première chose, c'est ça sert de clé. Vous l'avez dans la poche, vous approchez de la voiture, elle s'ouvre. Évidemment, vous faites démarrer la voiture. Là, vous cliquez 2 fois sur le coffre. Ça ouvre le coffre, c'est génial. Logique. Et ça referme le coffre aussi? Bien sûr. C'est quand même incroyable. Ensuite, vous cliquez une fois sur le toit. Hop, ça ferme la voiture et les fenêtres se ferment automatiquement avec. Ça, c'est pas mal. Et vous cliquez 2 fois. Ça réouvre la voiture. Et est-ce qu'on peut ouvrir les fenêtres à distance? Non. Tu veux pas rester appuyé ou ouvrir les Non. fenêtres? Bah ouais, il y en a plein qui le font. Et tu appuies 2 fois sur le petit capot à l'avant. Je vous montre. Hop, le petit capot là. Et hop, ça déverrouille le frunk. Alors on monte le frunk. Ça, c'est ce qu'on appelle un frunk. C'est ce qu'on appelle même une baignoire à bébé, tellement c'est grand. Voilà, là, grand frunk. Habillage. Donc on voit pas toute la partie technique mécanique de la voiture. Je vais le garder là comme ça parce qu'en fait je vais pas m'en servir tout de suite du câble. Parce qu'on va montrer le coffre, qu'est-ce que t'en penses? Tu fais presque électricien comme ça. Presque. Alors le coffre, il n'y a pas la détection au pied. Hein. Encore une fois, Tesla est en retard sur certaines choses. On ne peut pas ouvrir le coffre Ni avec la clé dans sa poche, à proximité. Comme ça. Voilà. Le coffre, il est absolument immense. Il fait des mesures en parapluie aussi lui? Il fait des mesures en parapluie. Il fait un parapluie de large sur un parapluie de profondeur. C'est quand même génial. Un cube quoi. C'est bien foutu. Et en plus d'être grand, il y a un sous-coffre. Ça c'est ouf ça. Le sous-coffre est immense. Regardez, là, Thomas, il range son chariot de golf carrément. Non mais c'est hyper profond. Ah, c'est un truc high-tech son truc là, électrique. Ouais. Donc voilà, le coffre est parfait. Là, il a retiré la tablette, mais il y a une tablette. Autre avantage de la petite key fob, c'est que si tu appuies longtemps sur le coffre, ça ouvre la trappe. Alors, Bon, c'est complètement inutile. après ça... Ah oui, non, faut pas le faire. Ah, ça se ferme tout seul. Faut surtout pas le refermer soi-même. Ah, tu peux aussi ouvrir la trappe en faisant... Hop. Les démos pourris. Alors, on va mettre la voiture en charge. Cette voiture était fournie avec un câble de 7 mètres. Tu peux me rappeler quelle longueur faisait le câble livré de série avec ta Ioniq 6? Ça doit être 5 mètres. 0 mètre. Il n'y en avait pas, je te rappelle. Ah oui, ma Ioniq 6. Ouais. Oui, non, c'est effectivement, maintenant le câble n'est plus fourni. Il est en option, il coûte 100 € de plus cher qu'avant. Bon. Et bien maintenant, on va attendre que la voiture revienne à 100%. On va calculer combien la borne a envoyé à la voiture. On va comparer ça avec ce que la voiture nous dit avoir consommé. Ça va faire un écart à la recharge. Sinon, c'est vachement bien d'avoir une borne 7 kW. Qu'est-ce qu'on peut faire pour en avoir une facilement? Vous voulez une borne 7 kW chez vous? En plus, c'est vrai, en plus, il vous faudrait une chez moi. Eh bien, vous allez sur la chaîne de v.fr, rubrique pose de borne, et il y a un formulaire. Vous remplissez le formulaire, vous détaillez ce que vous voulez. Si vous voulez une borne, quelle puissance, etc., etc. Enfin, c'est simple quand même. C'est très simple. Et on va vous mettre en relation avec jusqu'à 3 artisans près de chez vous qui vont vous faire un chiffrage sans engagement. Ça, vous n'êtes pas obligé de signer avec ces gens. Et comme ça, vous pouvez comparer les devis, choisir le meilleur, faire votre installation si vous en avez envie. Et c'est rapide, c'est gratuit, sans engagement. Et au final, profiter d'une borne installée dans les normes. Ouais. Allez, à tout de suite. Bon, passons aux consommations. Alors, tu peux aller chercher ton petit post-it? Oui, tout à fait. Mais là, les gens qui arrivent en fin de vidéo se disent, mais qui est cette personne Mais non, on le sait. Alors, vas-y, va chercher ton post-it, je te présente. C'est lui, Thomas, French Lefty Golf. Il a une chaîne YouTube qui parle de golf. Et c'est le propriétaire de cette voiture. On l'a converti, on l'a forcé. Alors, dis-nous, c'était quoi tes pronos? Alors, mes pronostics, avec la clim à 22, c'était 11,5 en ville, 12,5 en route, 18,5 sur autoroute et 137 mètres de régène.
Ok. Bah, on peut lui dire pour la régène, t'as perdu 145. 147, c'est 145 et 150. Ah on a oui, eu. 147. Allez, on attaque. La ville. Alors la ville, bon voilà on a fait Philippe 16. la ville. Excellent. Donc on a fait une distance de 16 km, une moyenne de 26 km/h. Bah, la Ioniq elle a fait un petit peu plus que d'habitude, parce que là je dirais que c'est plus 9 la moyenne. J'ai fait un 9,4. Ah ouais. Alors là, t'es prêt en ville? Vas-y. Elle a fait 11,2. Elle a fait... Non mais attends, elle a fait mieux que ma Tesla Model 3. Et Alors, surtout que là je suis pour moi un peu au-dessus de la moyenne. je suis pas sûr. Donc il y a les pourcentages qui affichent. Oui. Je voudrais dire qu'on a fait la ville. C'est la première Tesla qu'on fait en ville sans qu'il fasse trop de soleil, trop chaud dans la vitre. Ouais. Et donc on pense que le poids de la clim a été inférieur à d'habitude. Et donc là, 11,2 en ville, c'est juste incroyable. Enfin vraiment, C'est très fort. très bon. Ouais. Mais même je descends en coupant la clim et j'ai acheté un petit pare-soleil pour l'été qui n'est pas encore installé mais que je vais installer ce soir. Voilà. Ensuite, sur la route, bah, on a fait 25,9 km, une moyenne de 58 km/h. Et bah, la conso, j'ai eu quasiment la même. J'ai fait 9,5. C'est là où par contre elle a fait une super conso sur route. eh ben, t'as fait quasiment pareil. Ben, moi, j'ai fait quasiment pareil. J'ai fait 11,2 sur la route. C'est 11,2 la ville déjà. Ouais. Donc j'ai fait 11,2 sur la C'est route. pas quasiment aussi. pareil, du coup c'est pareil. C'est vrai. Ensuite, bah, on a terminé par l'autoroute. C'est bon, c'est comme d'habitude. Hein, C'est dingue, hein, ça fait 27 fois qu'on fait ça. Donc une distance de 87,3 km comme d'hab. Une moyenne plutôt haute, on a fait 118 km/h. Ouais, donc on a roulé. Il me semble que c'est un des records, parce que 14,5, ça me paraît Ouais. très bas. Ouais, c'est un des records. Donc ça veut dire que ma conso là, elle va augmenter Ouais. forcément. Ouais. C'est une conso qui est hyper basse, mais on était dans vraiment les meilleurs, 16,8. Donc c'est super bon, c'est Donc là, il y vraiment a tous très les très bon. chiffres avec les pourcentages d'écart. Je vous rappelle que Thomas m'a laissé sa voiture à ses risques et périls. Je D'ailleurs, il a pas apprécié, je crois, quand t'as tapé là. Ouais, Oui, j'ai non, tapé non, comme ça. Ouais, deux fois. Au nettoyage ce soir. Ouais, désinfection. Désinfection complète ce Voilà. soir. Et donc, vous pouvez le remercier pour les infos que par son geste, il apporte à la communauté. Bah, si vous réservez une Tesla grâce à cette vidéo, Ah oui. en passant par son lien Ah, de bah, parrainage, merci, ça te ferait merci. plaisir. Ah, ça me ferait plaisir, merci beaucoup. Parce que tu roules beaucoup en plus. Je roule beaucoup, oui. Elle a combien de kilomètres? 11 000 km en 4 mois. Voilà, donc il va faire 30 000 km par an. Ouais. Si tu peux avoir des petits kilomètres gratuits grâce à ton geste, ça fait toujours plaisir. Je prends. Bon. Ah ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a le tableau, les chiffres. Ah ouais. On va passer tous les chiffres à la moulinette. Et on va voir où se classe cette modèle Y. Une fois qu'elle sera réindexée sur les moyennes, etc. Voilà. C'est Pour qu'elle soit parti. comparable à toutes les autres. Allez. Impressionnant. C'est parti. Impressionnant. On commence par mettre à jour les moyennes de consommation de la Ioniq 28. On reprend les 27 derniers essais plus celui d'aujourd'hui et on fait la moyenne pour la ville, la route et l'autoroute, ce qui nous donne 9,4 kWh en ville, 10,2 sur route et 15,5 sur autoroute. Ensuite à ces moyennes, on va appliquer les écarts en pourcentage que l'on a obtenus lors de l'essai de la Model Y propulsion sur les mêmes tronçons, soit plus 19% en ville, plus 18% sur route et plus 16% sur autoroute. Ce qui nous donne les consommations suivantes, 11,2 kWh au 100 km en ville, 12 sur route et 18 sur autoroute. En tenant compte de ces consommations et de la capacité utile connue de la batterie de la Model Y propulsion, soit 57,5 kWh, cela nous donne les autonomies suivantes. 513 km en ville, 479 km sur route, 319 sur autoroute, et également 224 km entre deux points de recharge sur autoroute, entre 80 et 10%. Car on le rappelle, il n'est pas pertinent de charger au-delà de 80% sur autoroute, car la puissance de charge baisse passé 80%. Lors de notre essai, l'ordinateur de bord nous a indiqué avoir consommé 22,05 kWh. On a ensuite rechargé la voiture à 100% sur notre borne monophasée 7 kW, et la borne nous indique avoir envoyé 27,08 kWh à la voiture. Il y a donc un écart de 22,8%. Cet écart est plutôt mauvais, mais on sait que la consommation à l'arrêt n'est pas prise en compte par le tableau de bord des Tesla. Si on applique cet écart à notre consommation mixte, on passe de 13,7 à 16,8 kWh au 100 km, ce qui place la Model Y propulsion à la 11e place sur 28 de notre classement actuel. Le classement le voici, elle se classe juste derrière la Model 3 LR propulsion et devant le nouveau Kia Niro EV. Elle prend la 11e place de notre classement pour parcourir les 1000 km en 10h22 et 4 recharges. Elle est par contre très économique car elle lui faut environ 30 kWh de moins que ses concurrentes. Si on met en lien la vitesse de charge avec la consommation moyenne sur autoroute, on peut calculer une vitesse de charge en km/h, ce qui donne 538 km/h pour cette Model Y propulsion. Elle est dans la moyenne haute des véhicules du marché et prend la 11e place de notre classement actuel. Lors du test du freinage natif où on mesure la distance pour passer de 80 km/h à l'arrêt complet, elle l'a effectué en 147 mètres, ce qui la place 18e de notre classement actuel. Tous ces résultats sont retrouvés sur notre site, lachaînee.fr. Vous pouvez d'ailleurs voter sur notre site afin de sélectionner les voitures que vous attendez le plus sur la chaîne. Bon, et bien cette vidéo est terminée. C'est fini maintenant. On a enfin fait la Model Y propulsion. Voilà. Si
cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à la liker, ça fait vraiment plaisir. Et puis ça aide à monter dans les résultats. Oui. Ça fait passer cette vidéo géniale devant des vidéos qui sont moins géniales. C'est ça. vrai, faut le dire. Si vous avez une Model Y propulsion ou une autre d'ailleurs, mettez-nous vos consommations en commentaire, on peut échanger sur le sujet, ça peut être intéressant. Si vous avez un Model Y qui vient de Berlin, propulsion qui vient de Berlin, donc c'est pas tout à fait la même structure, n'hésitez pas, postez en commentaire vos consos, vos temps de charge, parce que je pense pas qu'on en fera une prochainement, ce serait compliqué à voir les Tesla. Donc voilà, on est vraiment très intéressé par vos retours d'expérience. N'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram, Facebook. On a aussi Discord, Ouais, c'est lien vrai en qu'on description on en Discord parle- on en pour parle pas discuter souvent. ensemble. C'est vrai, Discord. C'est lui qui est censé s'en occuper et il vient vérifier tous les 6 mois si c'est pas... si Ça tout va marche bien. toujours, ça tourne, c'est bon, je peux aller me coucher. On va pas tourner d'autopilot challenge ni de test de planificateur avec cette voiture parce que c'est exactement le même système que la Model 3 qu'on a testé dans tous les sens. Donc ça ne sert Ça à rien. apporterait pas grand chose. Ouais, vous retrouverez tous les chiffres sur la chaîne EV.fr. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. Merci pour votre fidélité, merci de nous suivre dans toutes ces vidéos et à la prochaine. Allez, à la prochaine, salut! Et je vous emmerde tous les deux là, d'accord? J'ai rien dit, moi. Si, tu t'es moqué. Bah, un peu. Il mais bon. a acquiescé, il a acquiescé. Il a caissé. pareil. T'étais plus de son côté. C'est 11-2, 11-2, c'est pareil. Voilà.